Madame Misato Mochizuki est compositrice japonaise, et précisément le lien qu'il y a entre son travail musical et Barthes sera le thème de son propos et le titre qu'elle a choisi pour intituler son intervention. C'est la place de Barthes dans mon travail compositionnel et peut-être plus spécialement fragment d'un discours amoureux. Et en tout cas, on va l'écouter. Merci beaucoup. Bonjour, Misato Mochizuki. Je suis... ça marche? Ah, il faut approcher. Bon. Je suis une compositrice japonaise qui a fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et à l'IRCAM, après avoir obtenu un master de la composition à Tokyo, ma ville natale. Cela fait plus que 20 ans, avec quelques intermittences, que j'habite à Paris. La rencontre avec les pensées de Roland Barthes s'est produite pendant mes 20 ans. Elle a été très marquante et importante pour moi, en ce qu'elle m'a nourri d'idées compositionnelles au début de ma carrière. Je cite: « On emprunte à la science des manières conceptuelles et une énergie de classement. On vole un langage sans cependant vouloir l'appliquer jusqu'au bout. Je produis pour reproduire, comme si j'avais une pensée et que je la représente à l'aide de matériaux et de règles. J'écris classique. » Extrait de Roland Barthes par Roland Barthes. Je compose en général de cette manière. Emprunter les idées extra-musicales dans ma composition est pour moi un moyen de créer du lien avec les autres. Je tente de traduire à ma manière les mécanismes ou le fonctionnement de ces autres idées appartenant à d'autres domaines en musique. À travers cette étape, je tente d'explorer différentes manières de voir le monde afin de trouver et d'en exprimer ma propre vision. Ainsi, la composition est pour moi un médium pour comprendre les autres, le monde, la nature, l'environnement et finalement moi-même. Ma première tentative compositionnelle qui empruntait les idées de Roland Barthes remonte à 1994 pour l'écriture d'un quintet qui s'intitulait « Passage en faille », inspiré de SZ de Barthes. Aujourd'hui, parmi ces pièces d'inspiration barthienne, je voudrais évoquer deux autres pièces, Intermétier 1, écrite en 1998, et La Chambre claire, écrite en 1999, inspirée par deux livres de Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes et La Chambre claire. Intermétier constitue un cycle de petites pièces qui sont maintenant au nombre de 5. Intermétier 1, 1998, pour flûte et piano. Intermétier 2, écrit en 2000, pour koto solo. Intermétier 3, écrit en 2010, pour percussion solo. Intermétier 4, écrit en 2011, pour clarinette et piano. Et c'est un prélude pour sonate de Brahms, pour clarinette et piano. Intermétier 5, écrit en 2013, pour alto et accordéon, et d'autres sont à venir. La série de pièces intermédiaires est inspirée par la pensée de Roland Barthes sur le discours fragmentaire. Nombre de ses livres sont écrits sur ce mode. Des réflexions sur des sujets très divers se succèdent souvent par ordre alphabétique et sans lien argumentaire préétabli et tissent au fil de la lecture des correspondances secrètes. Cette forme de rhétorique traduit la simultanéité des strates de pensée, l'entrechoquement ou la condensation des concepts. L'esprit du lecteur, forcé à la rupture permanente et acculé à une synthèse d'un genre nouveau, par petites touches s'opère un saut vers l'unité, la cristallisation d'une vision originale. Peut-être une manière élégante de cerner l'insaisissable par l'accumulation de ces manifestations. Cela me fait penser au haïku, forme de poème du Japon
qui a tant inspiré Roland Barthes. Dans sa forme minimisée, en 3 lignes de 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes seulement, les créateurs d'haïku choisissent les mots qui peuvent stimuler le plus possible l'imagination des lecteurs. Comment produire une sorte de 3e sens à partir de ces 3 lignes en complétant les espaces laissés vacants par les non-dits. Le haïku est un art de montage, comme par ailleurs quelques autres arts japonais, comme l'ikebana, arrangement de fleurs qui crée un nouveau univers en assortissant des plantes et des fleurs qui ne poussent pas normalement au même endroit, ou les kanji, caractères chinois. Souvent, un kanji est lui-même composé de plusieurs kanji. Cela produit un 3e sens. Voici quelques exemples. Par exemple, bouche plus chien devient le sens aboyer, un autre kanji. Ou bien, le 2e exemple, corps plus beauté devient éducation. Voici quelques exemples de haïku, les 2 de Basho. Umi kurete, kamo no koe honoka ni shiroshi. Traduction, c'est pas moi-même. La mer au crépuscule, voix du canard, est subtilement blanche. 2e haïku, tsuki izuku, kane wa shizumite umi no soko. Où est la lune? La cloche est plongée au fond de la mer. Dans ces exemples, il y a la simultanéité, une synthèse des aspects sonores et visuels ou des différentes dimensions. Par petites touches s'opère un saut vers l'unité, la cristallisation d'une vision originale, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans mon intermétier, j'ai voulu rechercher quelque chose d'analogue dans la perception de ma musique, ce qui m'éloigne de toute planification de structure ou de technique d'écriture stricte. Mes idées musicales ont l'apparence de l'improvisation, d'un déroulement non calculé et n'acquièrent de sens que dans la succession d'événements. Cette manière de composer n'est pas vraiment celle de l'académisme occidental, où l'on a tendance à demander toujours et tout de suite telle ou telle justification sur l'organisation des différents paramètres sonores, et particulièrement sur la forme. Cela s'explique certainement par la richesse et le poids de l'héritage de la musique savante occidentale, la forme sonate, la symphonie, le contrepoint, l'harmonie, etc. En Europe, et peut-être plus singulièrement dans la culture germanique, la technique et l'idée d'une forme compositionnelle préétablie sont fondamentales. Aujourd'hui encore, la structure est perçue comme l'élément essentiel dans la musique contemporaine en Allemagne, là où en France, on s'attachera davantage à la couleur et au timbre de son. Dans la culture japonaise, la forme se construit souvent au fur et à mesure. Elle se crée en même temps qu'elle s'élabore et bien souvent par ajout des éléments très différenciés. Les rinku ou renga, qui se forment à partir de l'association de plusieurs haïkus ou tanka, qui est un peu plus long que haïku, sont parfois écrits par plusieurs auteurs aux différents moments. Ce n'est pas comme beaucoup de techniques occidentales, un développement basé sur la prolifération à partir d'une ou d'un nombre limité de cellules musicales, comme dans la fugue, la sonate, mais également dans le dodécaphonisme ou le sérialisme. Je cite quelques extraits de Roland Barthes par Roland Barthes. Quoi, lorsqu'on met des fragments à la suite, nulle organisation possible. Si le fragment est comme l'idée musicale d'un cycle, bonne chanson, dit Staribé. Chaque pièce se suffit, et cependant, elle n'est jamais que l'interstice de ses voisins. L'œuvre n'est faite que de hors-texte. L'homme qui a le mieux compris et pratiqué l'esthétique du fragment avant Webern, c'est peut-être Schumann. Il appelait le fragment intermezzo. Il a multiplié dans ses œuvres les intermédiaires. Tout ce qu'il produisait était finalement intercalé. Mais entre quoi et quoi? Que veut dire une suite pure d'interruptions? Le fragment a son idéal.
Une haute condensation, non de pensée ou de sagesse ou de vérité, comme dans la maxime, mais de musique. Au développement s'opposerait le ton, quelque chose d'articulé et de chanté, une diction. Là devrait régner le timbre. Pièce brève de Webern, pas de cadence, quai de souveraineté, il met à tourner court. Écrire par fragments, les fragments sont alors de pierre sur le pourtour de cercle. Je m'étale en rond, tout mon petit univers en miettes. Au centre, croix. Mon intermédiaire 1 est constitué de 7 courts fragments enchaînés, comme des bribes d'idées musicales disposées autour d'un cercle imaginaire. J'ai voulu voir comment une forme ou une émotion pouvait surgir de ces miettes. Les interprètes chuchotent une suite de mots empruntés à Roland Barthes. Ainsi donc, mini-texte, pli, haïku, notation, jeu de sens, tout ce qui tombe comme une feuille. Il n'y a pas de relation préétablie entre chaque fragment. Mon intérêt s'était concentré sur la manière dont je pouvais créer un timbre improbable à partir de la combinaison assez classique et banale de ces deux instruments, flûte et piano. Il s'agit presque d'un exercice de style. Ce sont 7 variations qui explorent et créent des jeux de timbres entre piano et flûte. Écoutons donc à l'intégralité mon intermédiaire 1 qui dure à peu près 8 minutes et demie. C'est un peu difficile à entendre au début. Mais voilà. Alors. Il faut augmenter un petit peu plus le son. On n'entend pas du tout. Seulement, donc.
Mais on n'entend pas. Voilà, visiblement, il y a problème de transfert de son, donc voilà, je suis désolée. Bon. Barthes écrit dans son livre La chambre claire, note sur photographie, que les photos qui parlent à l'imaginaire l'imaginaire sont pour lui porteuses d'une dualité qu'il nomme studium et punctum. Studium se définit comme une étendue, un espace donné et des signes, je cite, l'application à une chose, une sorte d'investissement général, mais sans acuité particulière. Punctum signifie piqûre, petit trou, coupure ou coup de dé, et introduit le hasard, l'inattendu au sein de studium. Tout immédiat, tout incisif qu'il fût, le punctum pouvait s'accommoder d'une certaine latence. L'effet est sûr, mais il est irréparable. Il ne trouve pas son signe, son nom. Il est coupant et atterrit cependant dans une zone vague de moi-même. Il est aigu et étouffé. Il crie en silence.
Bizarre contradiction, c'est un éclair qui flotte. Extrait de la Chambre claire. Dans ma pièce qui porte le même titre pour 15 musiciens, j'ai voulu jouer sur cette vague dualité en empruntant des concepts au langage photographique. La reproduction à l'infini d'un instant fugitif et l'idée d'un panorama animé sous l'action de la lumière. J'ai choisi un rythme binaire et fixe pour la totalité de la pièce. J'ai joué avec des mises en boucle, juxtaposition et superposition de phrases musicales. L'équivalent des perspectives visuelles et des reliefs se traduit par un travail sur les timbres, les écarts de dynamique et la superposition des tempi. Voici exemple sonore. Il faut passer par... Dans ce studium se crée une texture constituée de trilles étendues à tous les instruments, sur le même accord et avec la même intensité. À l'image des réglages de focale sur les appareils photographiques, je cherche à moduler la précision et la perception de cette texture en jouant sur des déplacements d'accent donnés à certains instruments. Et deuxième exemple, c'est mise en boucle. Mise en boucle. Voilà. Et exemple sonore, c'est le début de la pièce. La pièce débute avec une répétition d'un accord de sol et ré, quinte, joué par alto. La première partie de la pièce, qui dure à peu près 3 minutes, est une réflexion musicale sur ce qui est caché. Je voulais créer un processus de découverte de ces éléments que j'associe au punctum décrit par Roland Barthes et qui sont présents au sein d'une étendue texture qu'il appelle studium. J'ai ainsi travaillé sur l'apparition de partiels à partir de cet accord de sol et ré, qui ne sont pas tous audibles, mais scientifiquement existants. Donc, ce début de la pièce est un processus d'apparition des partiels qui ont été analysés par ordinateur,
puis réorchestrée afin de la rendre audible. Donc, le début de la pièce. Le même procédé, j'ai utilisé aussi pour Camera Lucida, ma première pièce pour orchestre, qui a été écrite juste après cette pièce, en 1999. Et Camera Lucida est le nom de l'appareil antérieur à l'apparition de la photographie qui permettait de dessiner un objet à travers un prisme, un œil sur le modèle, l'autre sur le papier. Et j'ai voulu réaliser ma Camera Lucida à partir de cette idée, un œil sur le papier à musique et l'autre sur l'orchestre. Et en répétant la même chose, le rythme binaire, et j'ai comme aussi de modifier la précision et la durée de l'observation en changeant la taille de lentille et la vitesse d'obturation de mon appareil photographique virtuel. La pièce est donc un réarrangement d'images prises avec des vitesses et des cadrages différentes,
agrandissement et réduction d'une image par la masse sonore impliquée et la vitesse de les productions. Donc voilà, juste début de Caméra Lucida.
j'arrête là. Le temps passe et je dois maintenant conclure cette présentation. Pourquoi Barthes m'a inspiré autant, surtout au début de ma carrière? Avant de venir en France, on nous a enseigné, sans vraiment l'expliciter, que la musique est quelque chose lié à l'émotion. Idem pour la composition, nous n'avons pas à tisser un discours à propos ou sur l'œuvre, tout doit être exprimé dans la musique. En arrivant en Europe, donc au conservatoire, j'ai été très surprise que mes professeurs m'ont immédiatement demandé de parler de ma musique, comment elle a été construite et quels en étaient les enjeux, avant même de l'écouter. C'est là que j'ai pris conscience que la musique est un langage qui peut exprimer une pensée, et quand la musique repose sur une idée ou sur un concept, elle devient plus forte que la simple recherche d'émotions. Construire quelque chose logiquement, voir les choses analytiquement, cela est peut-être l'une des faiblesses des Japonais en matière de composition. J'ai alors voulu découvrir cet aspect de la composition en enrichissant mes connaissances afin de trouver une forme d'équilibre entre logique et sens musical. L'écriture de Barthes me semblait idéale pour cela, car elle construit, de mon point de vue, un espace libre pour chaque lecteur d'imaginer et de compléter ce qui n'est pas dit. Le non-dit étant à la base de la culture japonaise, j'y ai vu l'une des affinités les plus marquantes entre nos deux cultures. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication et aussi, bien sûr, pour les extraits d'œuvres tout à fait très belles, très impressionnantes, que j'avais connaissais déjà pour les avoir entendues certaines sur Internet, puisqu'une partie de votre œuvre est disponible sur le web. Mais évidemment, dans la musique contemporaine, la médiation joue un rôle important. Je m'en étais rendu compte justement en assistant avec Barthes aux séances que Pierre Boulez avait faites sur le temps musical. Et le travail de discours sur la musique compte beaucoup pour la musique contemporaine. Elle aide à mieux entendre. Et donc, en écoutant votre œuvre ici, liée à votre parole, et surtout, je vais y venir, liée aux partitions que vous avez montrées, a été un moment très important. Sur ces partitions, je voulais justement vous poser une question, parce que les partitions comptent beaucoup pour Barthes. Les partitions, non seulement, je dirais, ordinaires, celles qu'il utilisait pour lui-même jouer au piano, mais la partition elle-même comme objet et l'écriture sur la partition. Par exemple, à propos de Schumann, il note que Schumann introduit l'allemand dans les indications sur la partition. Par exemple, Rasch, célèbre texte de Barthes sur Schumann, Rasch est un terme que Schumann introduit comme élément d'annotation de la partition. Et puis, vous le savez, puisque vous êtes musicienne contemporaine, il a fait un très beau texte sur les partitions de Silvano Bussotti, la partition comme théâtre. Et j'arrive à ma question, en regardant vos partitions, j'étais frappé d'abord du fait que c'était en français que vous indiquiez les commentaires sur l'interprétation des partitions. Et puis il y a une partition qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est celle où apparaissent des éléments presque poétiques, proches du haïku. On lit pièces de monnaie, pierre, déchiré papier, souffle, etc. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est quel est votre rapport justement comme compositeur à la partition? Quel rôle l'écriture presque manuelle a dans votre conception justement de la création musicale? J'écris toujours par la main et aujourd'hui, par exemple, au conservatoire, c'est interdit de donner la partition écrite à la main. Il faut impérativement écrire avec l'ordinateur et je pense que ça change complètement l'écriture. Et je suis contente que j'ai été au conservatoire au moment que ça a été admis avec la manuscrite. Parce que je réfléchis aussi, je m'inspire aussi par mon écriture et puis voilà, manuellement on cherche aussi le son, par exemple pièces de monnaie ou pièces du son de pierre comme ça.
frappé. Quand ça a été joué par l'orchestre de Radio France, c'était un peu la polémique, parce que les musiciens qui ont dit, c'était pas du tout nouveau, hein. Il y a déjà, Jean Cage avait déjà commandé il y a longues années ce genre de bruit joué par les musiciens, mais les musiciens d'orchestre sont très souvent plus conservatifs. Donc voilà, ils ont été payés pour jouer des instruments et pas de pierre. Donc voilà, ils ont disputé pendant 20 minutes de la répétition qui ne dure que 45 minutes. Et donc voilà, j'étais un peu frustrée, mais voilà, avec une telle manière, les compositeurs cherchent un son nouveau, et aussi la musique électroacoustique est une manière, mais aussi à partir des choses quotidiennes qui est autour de nous. Et là, c'est peut-être très japonais aussi, parce que dans la musique occidentale, par exemple, le son de flûte et les sons des instruments de bois sont des sons purs des harmoniques. Mais au Japon, il y a beaucoup de sons, des bruits qui sont très, très importants, donc entités de son, non seulement de pure harmonique, mais en dessous, de partiels, tous les partiels ensemble qui donnent le son impur, qui sont appelés bruits. Mais ça, c'est très important aussi d'accepter telle qu'elle est. Et parfois, par exemple, les pièces de monnaie, moi j'ai cité 5 francs, je pense, parce qu'à l'époque, c'était encore en franc français. Mais le monnaie change, et puis c'est pas forcément le son que je veux. Avec certaines monnaies, ça ne donne pas le son que j'attendais. Mais ça aussi, de chercher ensemble avec les musiciens. Mais tout ça, c'est pas notable. Tout n'est pas vraiment notable avec les mots et tout, mais on fait un maximum d'efforts. Et puis ensuite, après, la composition musicale n'est jamais achevée sans les musiciens. Et les musiciens changent, et après la mort du compositeur, on ne sait pas vraiment le compositeur ce qu'il cherchait. Et comme ça, du côté recherche, ensemble ou non, pas ensemble avec les musiciens, et de jouer avec l'imaginaire des musiciens aussi, c'est intéressant. Donc voilà, je préfère ce son-là de chercher que la musique électronique qui est un peu figée tout le temps. Donc les partitions sont pour vous aussi des sortes de manuscrits. Ce ne sont pas simplement des objets pour les musiciens. Vous avez aussi un rapport personnel à l'objet manuscrit de la partition, c'est ça ? Oui.